Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Du droit et des mots, le podcast qui vous éclaire sur le droit des affaires. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet incontournable pour celles et ceux qui exportent ou veulent s'ouvrir à de nouveaux marchés. On va parler de la propriété intellectuelle à l'international. Comment protéger sa marque quand on s'ouvre à l'export? Comment éviter d'être copié, piraté, devancé? Pour répondre à ces questions, j'ai la chance d'être accompagnée par Nadège Riederer-Lemarchand, avocate associée en propriété intellectuelle chez Fidal en Normandie. Bonjour Nadège, ce n'est pas la première fois que nous te recevons autour d'un épisode, donc merci d'être encore une fois de plus avec nous. Bonjour Isis et merci pour l'invitation. Je suis très heureuse de pouvoir partager ce sujet qui est souvent décisif pour la réussite d'une stratégie export, mais encore trop peu anticipé par les entreprises. Donc pour une marque, une entreprise, dès qu'on franchit une frontière, la visibilité augmente, la concurrence aussi, et les règles juridiques ne sont plus les mêmes. C'est souvent un aspect que les entreprises sous-estiment. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi la propriété intellectuelle devient-elle un enjeu important dès qu'on s'internationalise ? Oui, bien sûr, parce que dès qu'une entreprise va sortir du territoire national, elle va changer d'échelle. Elle aura tout de suite plus de visibilité, plus de concurrence, des environnements juridiques très différents et surtout des marchés très très rapides à copier. C'est pour ça qu'il faut comprendre que la propriété intellectuelle, elle n'est pas mondiale, elle est toujours territoriale. Un droit qui est protégé en France n'est pas protégé pour autant en Allemagne, en Chine, au Canada ou ailleurs. Ça signifie qu'il faut vraiment avoir une stratégie territoire par territoire, pour sa marque, pour son design, pour son produit innovant, pour éviter qu'il ne soit copié ou imité. Plus une entreprise grandit, plus elle va attirer l'attention. Donc c'est vrai qu'à l'international, vous entrez dans un environnement où les acteurs sont nombreux, parfois agressifs, où la vigilance est essentielle. Donc c'est un enjeu crucial en termes de sécurité pour vous. Le risque, c'est avant tout de la contrefaçon ou de l'appropriation par des tiers. Et puis l'avantage aussi de la propriété intellectuelle, c'est la sécurisation commerciale que ça vous apporte. Cela va vous permettre de sécuriser vos actifs, d'avoir une vraie stratégie à ce titre et renforcer vos partenariats. Vos partenaires locaux vont souvent s'attendre à ce que vous ayez des droits enregistrés sur leur territoire. Alors justement, quels sont les risques pour une entreprise lorsqu'elle développe son activité hors de la France? Est-ce que tu as des exemples à nous partager pour illustrer? Oui, effectivement, on peut identifier aujourd'hui 3 grands risques pour les entreprises qui exportent avec des conséquences quand même assez lourdes. Le premier risque, c'est évidemment le copie. Ça, c'est le risque le plus courant, c'est celui auquel tout le monde va pouvoir penser assez facilement. C'est l'exemple où une entreprise va exposer dans un salon professionnel son produit. Quelques semaines plus tard, elle peut très bien avoir une reproduction sur un site étranger ou en tout cas sur d'autres territoires, des tiers qui vont vendre le même produit. Ça peut arriver dans tous les secteurs, le textile, le design, le mobilier, l'électronique, y compris pour des PME très spécialisées. On peut avoir aussi ces copies qui vont foisonner, qui vont apparaître très très rapidement, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, en plus, le digital va permettre une diffusion mondiale très très rapide. Le deuxième risque, ce sont les dépôts pirates. Ça, c'est un classique, on le voit très très souvent chez nos clients, puisque on va avoir par exemple un distributeur étranger ou un revendeur, voire un ancien partenaire qui va déposer la marque avant finalement l'entreprise qui fabrique ce produit. Ça, c'est un vrai souci, on a pu le voir pas mal de fois. Parce qu'après, ça veut dire qu'on va avoir des procédures à l'international. On va devoir justifier pour pouvoir récupérer notre marque, ou en tout cas faire annuler des dépôts qui ont été réalisés par ce partenaire indélicat, pour pouvoir ensuite nous enregistrer. Donc on perd beaucoup de temps, on perd aussi beaucoup d'argent, et on a une forme d'insécurité pendant les quelques mois, les quelques années quelquefois, où ces procédures vont durer. Enfin, le troisième risque, en fait, ce sont les risques digitaux, puisque c'est très très simple de copier à l'international, très rapidement ce qu'on peut voir sur les réseaux, sur Internet, sur un site Internet. On va pouvoir reprendre, modifier, utiliser ailleurs. Ce n'est pas qu'une image que vous diffusez finalement sur votre site ou vos réseaux, c'est vraiment l'actif immatériel qui est divulgué et qui peut être repris encore plus facilement. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une profusion, vous pouvez le voir, de faux sites internet, de sites miroirs qui sont extrêmement bien faits, mais finalement qui ne vendent pas les produits. Ça peut être très déceptif pour les consommateurs, mais qui par contre brouillent votre image à l'international et qui vont entraîner une perte de confiance des consommateurs. Tous ces risques, ces 3 grands risques à l'export, la copie, les dépôts pirates et les risques digitaux, vont entraîner
forcément des pertes financières, des litiges, des risques judiciaires, une perte de crédibilité et puis quelquefois une perte de temps parce qu'on va devoir changer d'identité, changer sa marque alors que finalement on l'avait peut-être depuis un certain nombre d'années. Donc c'est vrai qu'il faut avoir une stratégie proactive en la matière pour faire face à ces différents risques. Oui, en effet, ce sont des risques sérieux. Tout à fait, et ils peuvent être évités avec une anticipation minimale. Là, on comprend bien que beaucoup de problèmes pourraient être évités si les entreprises anticipaient davantage. Alors pour celles et ceux qui nous écoutent et qui se disent « Ok, je veux éviter ces pièges », par où une entreprise doit-elle commencer pour se protéger ? Le premier réflexe, avant toute action à l'international, finalement, ce sera de faire un état des lieux de ses actifs immatériels. Déjà cartographier ce dont on dispose, poser plusieurs questions. Quelles sont mes marques? Quels sont mes modèles? Est-ce que j'ai des produits, des éléments distinctifs? Est-ce que j'ai un brevet, un savoir-faire particulier? Ce que je veux divulguer, ce que je veux cacher? En fait, on doit faire cet état des lieux, cette cartographie pour les identifier, pour pouvoir voir comment les protéger et sur quel territoire, évidemment, forcément après. Ensuite, on a 5 réflexes indispensables pour pouvoir établir sa stratégie à l'international. Tout d'abord, préparer le terrain, c'est vraiment la base. On vérifie avant tout dépôt, mais on vérifie aussi avant l'exploitation. Si je veux aller exploiter ma marque au Canada, je dois vérifier, même si moi je dispose de droits en Europe, que cette marque n'est pas déjà existante dans mon secteur d'activité. Donc ça c'est important avant d'aller l'exploiter et avant de pouvoir la déposer. On a vraiment ce niveau de vérification qui est essentiel. Ensuite, je me pose la question sur la base de cette cartographie du bon dépôt au bon endroit au bon moment. Finalement, j'ai fait tout ça pour savoir identifier où est-ce que j'ai créé un produit, quels sont les éléments finalement stratégiques et établir ma stratégie de dépôt dans le temps, quelle procédure j'utilise, quel délai et aller chercher éventuellement les aides qui vont pouvoir m'aider à protéger cette propriété industrielle. On a certaines aides des offices qui peuvent être assez intéressantes et qui vont donner un coup de pouce pour pouvoir étendre sur davantage de territoires. Le troisième réflexe, il est un petit peu moins lié à l'API qu'au contractuel, c'est la sécurisation des partenaires. Pensez à faire signer des accords de confidentialité, mettre en place les bons partenariats, les bons contrats associés, c'est essentiel. On a toute la protection aussi du savoir-faire, du secret des affaires qui est très important, sachant qu'on peut avoir un savoir-faire protégé, un savoir-faire idéalement qui va être documenté et déposé. À défaut, ce sera très difficile d'obtenir une protection. Donc c'est toute une chaîne qui est essentielle sur la partie du savoir-faire, c'est de savoir l'identifier, le déposer pour pouvoir le dater. Alors ça se fait avec des moyens très simples, comme des dépôts chez un huissier ou tout simplement un ISO en ligne. Et puis par ailleurs, il va falloir conclure des contrats qui vont être très clairs sur la confidentialité de ce savoir-faire, que ce soit dans des accords de confidentialité ou dans de véritables partenariats. Et puis la dernière étape, c'est la surveillance. Cette surveillance, elle est essentielle parce que malheureusement, ça ne suffit pas d'avoir fait des dépôts. Il faut aussi surveiller les éventuels usages, les éventuelles exploitations qui seraient faits par des tiers indélicats sur le territoire. Ça, c'est pas forcément fait automatiquement par les offices. C'est à vous de mettre en place ces veilles actives. Alors ça peut être sur Google ou les réseaux, ça peut être aussi auprès d'un cabinet qui va mettre en place, nous on le fait pour nos clients, de la surveillance de marque, de dénomination, de la surveillance sur les réseaux sociaux pour identifier tout usage d'une marque ou d'un logo sur ces éléments. Tu viens de nous parler donc des réflexes et de la veille. Peux-tu nous dire pourquoi c'est important ? Parce qu'une protection n'est jamais complètement efficace si on ne surveille pas son utilisation. La veille, elle va permettre de détecter les dépôts suspects de marque, repérer des copies, surveiller des concurrents, intervenir très tôt. C'est souvent ce qui est le plus intéressant. C'est vrai que des fois, on se dit c'est plus intéressant de courir plus vite que les concurrents et que les éventuels contrefacteurs, mais intervenir très tôt avant que ça procure un certain nombre de dommages, c'est aussi très important. L'intervention précoce, c'est souvent la clé. On va pouvoir faire retirer un contenu, un site internet, des éléments sur Meta par exemple en moins de 24 heures ou 48 heures. Donc ça c'est intéressant, ça évite que plein de consommateurs se fassent avoir par des publicités, des faux posts sponsorisés ou de faux sites internet. Et puis aussi c'est essentiel de contester les dépôts pirates très rapidement dès qu'on s'aperçoit qu'ils sont publiés. Donc la veille c'est un réflexe simple mais extrêmement protecteur et qui peut éviter que finalement ces copies, ces contrefaçons dégénèrent et génèrent plus tard des dommages vraiment plus importants.
Ce que tu dis est très clair, surtout pour les PME qui n'ont pas toujours les ressources pour se protéger partout et tout le temps. Et pourtant, ce sont souvent elles qui s'exposent le plus. Alors, si on doit aller à l'essentiel, quelles seraient tes recommandations prioritaires pour une PME qui se lance à l'international? Je vais vous donner 3 recommandations principales. La première, c'est d'anticiper. On ne doit pas pouvoir protéger a posteriori. Il faut vraiment agir avant d'exporter, avant de montrer son produit, avant de communiquer. En tout cas, anticiper, ça veut dire se poser la question et choisir de protéger ou non. Ensuite, ça nous amène au deuxième conseil, prioriser. Puisque effectivement, on ne pourra pas protéger tout partout. Il va falloir choisir des marchés stratégiques entre celui qui est existant, celui qui est cible, celui où on produit, celui qui est à risque. Et puis, par rapport aux pays qui sont un petit peu plus connus pour être des pays de contrefaçon, des pays où on va avoir des concurrents, sur lesquels il y a vraiment des enjeux auxquels il faudra faire face. Le troisième conseil, finalement, c'est de se faire accompagner parce que c'est quand même assez complexe l'API à l'international, mais il y a des personnes, des cabinets qui maîtrisent bien, il y a des outils qui permettent de simplifier ce travail et donc un accompagnement juridique est essentiel dans toute sa démarche et tout au long de la vie de son export à l'international. On arrive à la fin de notre épisode et on sent bien que l'API n'est pas un supplément, c'est vraiment un levier stratégique et même un filet de sécurité dans un contexte international toujours plus compétitif. Protéger sa pays, c'est sécuriser ses investissements, protéger son identité, préserver sa compétitivité et entrer à l'international avec confiance, qui n'est pas négligeable. Une stratégie d'export réussie commence très souvent par une bonne stratégie pays. Merci beaucoup Nadège pour ton partage d'expérience. Je suis sûre que ça éclairera beaucoup d'entreprises dans leur démarche à l'international. Merci Lise de m'avoir reçue. Merci aussi à vous qui nous écoutez. N'hésitez pas à noter le podcast, à mettre 5 étoiles ou à partager cet épisode autour de vous. Et bien sûr, vous retrouverez les coordonnées de Nadège en description si vous souhaitez aller plus loin sur ces sujets. On se retrouve très vite dans Du droit et des mots. À bientôt.